Bonjour, bonsoir à tous chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo dans ma série En Afrique et ailleurs. Ok, cette vidéo aujourd'hui c'est pour parler de la trahison des rois. Qu'est-ce que j'entends par la trahison des rois? Aujourd'hui, dans le monde contemporain, on parle très souvent des présidents d'Afrique qui nous donnent l'impression de ne pas travailler pour les intérêts de l'Afrique, donc de leur population africaine. Alors, cela est donc dû à quoi? Je ne suis pas là pour parler de toutes les causes, mais ça fait quand même bizarre que nous nous retrouvons avec un continent si riche en ressources minérales et ce continent a aussi une population qui, euh, qui vit dans la pauvreté. Donc, je ne suis pas aussi en train de dire que toute la population africaine vit dans la pauvreté, mais par contre, nous savons tous que nombreuses de nos populations peuvent avoir une vie qui répond bien à un standard normal, à un standard qui permette à une personne donc de croire, de rêver, d'espérer, d'avoir donc un avenir, tout simplement une vie décente. Mais par contre, ce n'est pas forcément le cas et nous avons donc une Afrique qui trime, une Afrique qui, pour la majorité des pays, a encore un problème avec son essor. Alors, cela est donc dû à quoi? On va repartir un tout petit peu en arrière parce que les problèmes contemporains peuvent être compris aussi en regardant donc les problèmes de l'Antiquité ou repartir quelques siècles en avant. Et moi, et cela n'engage que moi, je parle de la trahison des rois. Moi, je viens du Congo-Brazzaville et donc je vais localiser ma théorie sur la partie de l'Afrique qu'on appelait dans le temps le Royaume Congo. Ok, donc le Royaume Congo qui comprenait donc la République, aujourd'hui la République du Congo, une partie de la démocratie République du Congo, l'Angola, une partie du Gabon et peut-être encore une partie du Cameroun. Donc cette partie, ce royaume composé par les Bantous. Et dans le temps, c'était comme étant un royaume, le Royaume Congo, c'était le plus grand royaume. Et bien sûr qu'il y avait d'autres royaumes à côté, comme le royaume Luba, le royaume Teke, le royaume Luango. Il y avait plein de petits royaumes qui étaient fédérés par donc le royaume Congo. Et les rois, dans le temps, on les appelait les Mani, Mani Congo. Et donc, il se formait comme ça une dynastie des Mani qui, donc le Kanda Mani, Kanda veut dire cette lignée des Mani qui dirigeait, qui gouvernait donc le royaume Congo. Mais par contre, dans le temps, avant l'arrivée donc des Portugais, l'arrivée des Français et autres, donc les Européens, comment est-ce que le royaume était gouverné? Il y avait bien une administration de le royaume. Le royaume était dirigé avec des règles. Ok, il y avait donc là, une gouvernance et il y avait aussi donc une administration et une structuration dans les domaines de la médecine, les domaines de la spiritualité, les domaines donc, de la politique, les domaines de la science également. Et donc, le royaume était bien organisé dans ce sens et traçait donc l'avenir selon les règles ancestrales, selon le savoir qui donc venait de la culture de cette région. Ok? Et donc, avec l'arrivée des Portugais, donc petit à petit, je crois, je pense dans les années, le siècle 1400, en 1400, en 1400, 1448, quand les Portugais sont arrivés, et il s'était en fait établi une relation amicale entre le royaume Congo et le royaume du Portugal. Pendant près de 3 siècles, il y avait des échanges comme ça où les dignitaires du royaume Congo partaient bien au Portugal et les dignitaires du royaume du Portugal venaient bien au Congo. Donc il y avait des échanges comme ça commerciaux. Ok, et que s'était-il donc, qu'est-ce s'est-il donc passé? C'est après donc
bien sûr la découverte des matières premières, la découverte du Nouveau Monde, les Amériques, et il y a eu donc cette envie de dominance, de dominer donc cette partie de l'Afrique ou dominer l'Afrique parce qu'à cause des ressources, il fallait donc s'en emparer ou s'en emparer, il fallait donc trouver un moyen de contrôler ces ressources. Alors, par voie militaire, ça ne marchait pas parce que, rappelez-vous, il faut qu'on se rappelle que par voie militaire, il y avait bien eu des confrontations militaires entre les deux royaumes et les royaumes, les guerriers ou les militaires, on parlerait militaire parce que je suis en train de parler français, mais comprenons que dans nos langues à nous, il y a des termes appropriés, ok? Donc, il y avait donc des victoires du royaume Congo au-dessus du royaume, par exemple, du royaume du Portugal, ok? Donc, après donc ces confrontations où les dignitaires ou bien encore l'armée du royaume Congo sortait victorieuse, et donc il fallait trouver des stratégies pour s'emparer donc du contrôle de cette partie de l'Afrique. Et donc, parmi les stratégies, c'était donc le christianisme. Alors ça, c'était un secret de Polichinelle. Les Européens ont utilisé le christianisme bien pour coloniser l'Afrique. Et donc, pour revenir sur la trahison de roi, moi je pense que le premier roi du Royaume Congo qui a accepté de se convertir au christianisme fut, pour moi, c'était un gros traître. Et ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait, le fait de se convertir au christianisme, c'est ce qui a déterminé un peu ce que nous assistons jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, du sort que nous avons aussi des présidents de chez nous en Afrique, le président Congo, qui sont un peu sous le joug de religion ou encore de spiritualité qui viennent un peu d'ailleurs. Donc, ce roi ça a commencé avec le sixième roi de cette dynastie, donc qui était donc le roi Nzinga, le roi Nzinga Vemba, ok, le roi Nzinga Vemba qui était dans un Mani. Mani veut tout simplement dire le roi, ok, donc le parti du roi Nzinga Vemba qui d'ailleurs qui était le père de la célèbre reine Nzinga qui elle a eu, l'histoire se rappelle d'elle comme étant une femme très sage, diplomate qui donc avait aidé donc à l'arrêt de la capture donc des Africains pour les transformer en esclaves. Donc elle a milité au contraire de son frère, au contraire de son père. Elle est rentrée dans l'histoire comme une héroïne parce qu'elle a fait beaucoup pour arrêter l'esclavage, plutôt le commerce de l'esclavage. Donc revenons sur le roi. Donc le roi Nzinga Vemba qui avait accepté de se convertir au christianisme, le faisant, il a donc imposé à tous les dignitaires de ce siècle-là de se convertir également au christianisme. Et donc, tout dignitaire qui refusait de se convertir au christianisme devait donc être affronté devait donc subir des répercussions. Donc c'était juste bien sûr ne plus servir dans la cour royale, des trucs comme ça, des histoires de ce genre. Ok, donc quand on refuse de suivre ce que le roi dit, alors il y a des répercussions. Et donc ça commence à créer des mécontentements. Donc les mécontentements ici, donc la faiblesse du royaume, les scissions, les guerres internes et donc les divisions après commencèrent donc voilà la distinction ethnique. Et donc, on est parti d'un simple roi qui a accepté une religion étrangère et donc les rois qui venaient devaient accepter. Donc, on est parti du roi Nzinga Vemba qui, en se convertissant au christianisme, a pris le nom de Afonso Ier, qui est donc un nom, Afonso, c'est portugais. Donc, bien sûr, les deux là, on s'est retrouvé donc avec une population qui se convertissait donc au christianisme, qui devient catholique, qui commence à changer leur nom. Et on se retrouve aujourd'hui dans nos noms. Nous avons tous, pour la majorité, dans cette région, nous portons une empreinte de la colonisation.
Donc nos prénoms, c'est des noms des Portugais, des Français et autres, Espagnols. Et nos noms, c'est les noms de nos ancestraux. Donc c'est la trahison du roi, pour moi, qu'en analysant un tout petit peu, qui continue jusqu'à aujourd'hui d'une manière ou une autre. Parce que les Européens réfléchissent toujours, tous les jours, tout le temps, comment garder un peu le contrôle de l'Afrique. Et nous savons tous comment est-ce que, qui contrôle les ressources, les matières premières de l'Afrique. Et donc, quand nous analysons l'impact de la colonisation, nous analysons ce qui se passe chez nous, il faudrait bien qu'on reparte quelques siècles en avant pour comprendre que ce schéma-là qui a été désigné, design, et donc ça a suivi son cours. Ça a suivi son cours jusqu'en ce siècle, jusqu'en ce 21e siècle. Et nous avons du mal à avoir des présidents, des leaders en Afrique qui ont une vision pour développer l'Afrique, une vision pour travailler pour ce beau continent. Et donc, pour ceux qui tentent l'histoire, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas citer les noms des leaders africains qui ont essayé d'être des leaders exemplaires avec une vision authentique, avec une vision de développement de ce continent. Et bien sûr, ces leaders n'ont jamais fait long feu. Ils sont toujours assassinés, ou c'est des disparitions, ou c'est l'exil. Et donc, j'exhorte à tout le monde de toujours jeter un coup d'œil dans notre histoire, et surtout que celle-ci ne nous a pas été enseignée dans nos écoles, depuis l'école primaire. Et il faudrait aujourd'hui, c'est un peu avec l'internet qu'on essaie de déceler, de découvrir certaines pages de l'histoire. Donc je demande à tout le monde, il faut repartir des siècles pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il faut vraiment repartir et analyser quelles sont les influences, et peut-être que ce sont ces influences que ces rois ont subies pour se convertir au christianisme, pour adapter, prendre tout ce qui venait d'ailleurs. Peut-être que c'est ça qui fait que aujourd'hui nous avons du mal à donner de la valeur à tout ce qui est africain. Ok, donc voilà ma vidéo. Si aujourd'hui c'était pour vraiment regarder, jeter le regard sur la trahison du roi, comment est-ce que le roi, les dignitaires ont un peu refoulé donc nos valeurs, les valeurs politiques, les valeurs scientifiques, les valeurs et même morale de l'Afrique. Et aujourd'hui on se retrouve avec ce que nous retrouvons. Donc il faudrait bien renouer, créer une alliance pour que nous tracions une vision qui est une vision contemporaine, et que nous générons des leaders qui vraiment vont travailler avec tous les sacrifices que ça prendrait pour la libération, l'indépendance réelle de l'Afrique. Merci de m'avoir suivi. Inscrivez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce comme ça, ou peut-être comme ça, et on se retrouve à la prochaine vidéo dans ma série En Afrique et ailleurs. Bien le bonheur chez vous. Au revoir.